Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Cette semaine, dans notre podcast foot européen, on a décidé de s'attaquer à l'un des entraîneurs les plus talentueux de sa génération, Pep Guardiola. Le Catalan est aux commandes de Manchester City depuis 2016. Il a sublimé le championnat anglais après avoir ébloui l'Europe depuis Barcelone et bouleversé l'Allemagne avec le Bayern de Munich. On va revenir sur tout ce qui a fait sa réussite depuis plus de 10 ans maintenant, mais on va aussi se demander si le génie tactique qu'est Guardiola n'est pas en train d'atteindre certaines limites. Avec moi aujourd'hui Dan Perez, notre spécialiste tactique à l'équipe. Bonjour Dan. Salut. Et j'accueille pour la première fois deux confrères de France Football, Thierry Marchand pour commencer, spécialiste du foot anglais entre autres. Bonjour Thierry. Bonjour. Et puis Patrick Urbini qui a beaucoup travaillé sur Pep Guardiola. Bonjour Patrick. Bonjour. Les présentations sont faites, vous avez le menu et maintenant on peut commencer. Je crois au jeu de possession et je ne peux enseigner qu'une seule manière de jouer, celle en laquelle je crois. Je sais bien que tout le monde veut copier celui qui gagne, sauf qu'en foot, comme en sport en général, personne ne gagne éternellement. Ces mots sont ceux de Pep Guardiola, rapportés par toi Patrick dans le France Football du 15 octobre dernier. Alors c'est vrai, personne ne gagne éternellement, mais Guardiola, en l'occurrence lui, gagne beaucoup depuis son arrivée sur la scène du foot européen en tant qu'entraîneur. C'était en 2008 avec le FC Barcelone évidemment. On va y venir. Un petit rappel très rapidement, Josep Guardiola a 48 ans et déjà un palmarès extraordinaire. C'est tout simplement l'entraîneur en activité le plus titré d'Europe. 28 trophées en 11 ans, 14 avec le Barça, 7 avec le Bayern de Munich et 7 également avec Manchester City. Je pense qu'on peut dire que le Catalan fait partie des entraîneurs qui ont révolutionné le football. Ses principes de jeu, en quelques mots, attaquer à 11, récupérer le ballon rapidement, le garder et contrôler le jeu, prendre du plaisir à jouer et en donner aussi. Guardiola, en ça, se place dans la lignée de Rinus Michels et de Johan Cruyff. Dan, pour commencer, est-ce qu'on peut parler de résurrection du football total à Barcelone pendant la période Guardiola 2008-2012 ? Vaste question, rapidement, pour ce qui est de l'enthousiasme, peut-être. Après, si on regarde plus en profondeur sur le jeu, peut-être que le Barça de Guardiola est un peu plus structuré que, par exemple, au Barça de Guardiola, on ne voit pas, contrairement à l'Ajax de l'époque, un stopper aller déborder et centrer. On voit assez peu de changements de position, en tout cas pas entre un défenseur et un ailier. Donc en ce sens, le jeu du Barça de Guardiola était un peu plus structuré, était un peu plus dans le contrôle que le football total, pour aller vite. Alors Jean-Claude Suodo, l'ancien entraîneur de Nantes, déclaré dans SoFoot, il a remis la passe au goût du jour. Or, c'est la qualité des passes qui entraîne la qualité du jeu et l'efficacité d'une équipe. Vous êtes d'accord, messieurs ? En général, oui. Ça dépend des joueurs qu'on a. Mais quand on avait des joueurs comme il a eu, notamment des milieux de terrain comme il a eu à Barcelone, qui ont grandi à Barcelone et dans l'idée de jeu qui se pratiquait là-bas, c'est plus facile. Alors, Guardiola a émerveillé l'Europe pendant 4 ans avec son Barça. Et en 2013, il a rejoint le Bayern de Munich. Il a donc découvert une nouvelle façon de jouer. Le championnat allemand est beaucoup plus agressif, plus intense, plus vertical que la Liga. Je parle sous votre contrôle. Et pourtant, Guardiola a continué de gagner. 77% de victoires en 3 ans. 3 titres de champion d'Allemagne. Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Guardiola a bouleversé le Bayern de Munich entre 2013 et 2016 ? Il a surtout, c'est dans un football qui lui était totalement étranger, qui est totalement différent de ce qu'il a pu connaître en Espagne et à Barcelone en particulier. Un jeu plus direct, avec plus d'intensité, un jeu fait à base surtout de transition, où il y a beaucoup de centres, beaucoup de frappes de loin, aucune des caractéristiques de son équipe à Barcelone. Il a dû s'adapter à cette donne-là, comme il l'a fait après en Angleterre. Et puis 2, il a essayé de mettre un peu à sa sauce, de composer avec les joueurs qu'il avait, d'essayer toujours avec les mêmes principes de jeu qu'il avait, mais en s'adaptant à la Bundesliga, aux caractéristiques de la Bundesliga. Alors notamment, est-ce qu'il a pu introduire de nouveaux qui n'existaient pas ou peu ? Oui, en quoi il a imprimé sa marque en Bundesliga ? C'était ce jeu de possession avec pressing haut, bloc haut,
L'utilisation de certains joueurs à certains postes. Philippe Lam, par exemple. Philippe Lam, c'était Lam et Abala. Ce qu'il avait pas fait d'ailleurs à Barcelone, ce qu'il a peu fait ou à Manchester après, c'est de faire jouer les deux. Quand l'équipe a le ballon, de faire jouer les deux latéraux à l'intérieur du jeu. Ce qui permet, comme il y avait beaucoup de contres et beaucoup d'intensité, justement en Bundesliga, c'était de mieux se protéger à la perte pour mieux défendre avec les deux centraux et la sentinelle qui restait. Voilà, ce genre de truc, ou de faire jouer des joueurs à plusieurs postes, genre Kimmich, qui a joué à peu près à tous les postes de la défense, du milieu. Voilà, d'avoir des équipes plus souples, capables de. C'est là, je crois que c'est en Allemagne beaucoup plus qu'en Espagne et beaucoup plus qu'en Angleterre qu'il a utilisé. C'était un vrai laboratoire. Il a utilisé plein de formules différentes, plein de schémas, changeant plein à l'intérieur d'un match. Ça, il l'a fait. Il le fait moins ou quasiment plus à Manchester City. Et il le faisait assez peu. Il a fait beaucoup travailler Neuer par rapport au jeu au pied aussi, puisqu'il s'appuie beaucoup sur le gardien, notamment dans sa phase de construction. Mais au-delà de ça, moi je relativise le bilan de Guardiola au Bayern pour deux raisons. La première, c'est que je pense il n'y a pas besoin de Guardiola pour gagner la Bundesliga au Bayern. Je pense que les entraîneurs qui l'ont précédé, ceux qui lui ont succédé, l'ont prouvé. D'autre part, le bilan de Guardiola en Coupe d'Europe, c'est-à-dire en Ligue des Champions en l'occurrence, n'est plus du tout le même qu'à Barcelone. Oui, 3 éliminations en demi-finale. Contre le Real et contre le Barça en 2014-2015, donc contre les futurs vainqueurs et contre l'Atlético en 2016. Et contre l'Atlético. Mais au-delà de ça, et Patrick a raison dans le sens où je pense que c'est là où il a plus imprimé sa patte, parce qu'il a profondément chamboulé le jeu du Bayern, qui n'était pas tout à fait, pas du tout même ce qu'il était à l'arrivée de Guardiola. Il a laissé une vraie empreinte. Mais tout simplement parce qu'au niveau du collectif, il n'y avait pas de vraie star comme il avait à Barcelone auparavant. C'est-à-dire, il n'y avait pas de Messi, notamment, il n'y avait pas de Xavi, il n'y avait pas d'Iniesta. C'est lui il s'en est vraiment servi, comme l'a dit Patrick, comme d'un laboratoire. C'est lui qui a vraiment construit ce Bayern-là. Et je pense que s'il y a bien un club, ou du moins une équipe qui avait sa patte, c'était celle de son Bayern à lui. Tu parlais d'empreinte, donc son influence, son empreinte a été immense partout où il est passé. Et forcément, certains entraîneurs se sont inspirés de son style, donc comme André Villas-Boas pendant sa période anglaise, par exemple, ou Brendan Rodgers avec Liverpool. Oui, enfin, en tout cas, si tu parles de son expérience anglaise, rien que voir la sélection, par exemple, dans la sélection anglaise dans la dernière compétition internationale, c'était pas toujours très abouti, mais toute la partie relance, construction des actions, occupation des espaces, recherche des hommes libres, etc. En ça, l'Angleterre de Gareth Southgate, par exemple, est totalement influencée par l'arrivée de Guardiola à City. Évidemment, c'était pas assez abouti, c'était pas toujours très bien fait, mais en tout cas, oui, il y a toujours une patte, une influence. Forcément, il n'est pas le seul, et certains entraîneurs se positionnent pas contre lui, mais en opposition à ce qu'on pourrait appeler le guardiolisme aussi. C'est en ça aussi qu'il incarne Mourinho, quelque chose Simeone. C'est en ça qu'il incarne aussi quelque chose de puissant. Quand il arrive à City, quand City le prend, c'est l'entraîneur le plus demandé en Europe, aussi parce que il suscite à la fois un enthousiasme de la part de ses admirateurs et un antagonisme incroyable. Les joutes avec Mourinho en Espagne étaient absolument passionnantes. Voilà, c'est aussi un type qui pousse l'adversaire en permanence à essayer de se demander comment on va faire en sorte de le contrer. Allegri en parlait très bien après un huitième de finale de Ligue des Champions exceptionnel entre le Bayern et la Juve, où il disait voilà, il faut s'adapter tout le temps, il faut chercher, parce qu'il est toujours en train de changer de la micro-tactique, des petits positionnements. Patrick en parlait très bien au Bayern, ça changeait systématiquement, il y avait des petits ajustements qui faisaient que c'est toujours un casse-tête pour l'adversaire, pour l'entraîneur adverse, et en fait, d'une certaine manière, ça fait progresser tout le monde. Depuis 2016, en l'occurrence, c'est un casse-tête pour tous les entraîneurs de Première Ligue. Pour sa première année avec Manchester City, il a terminé 3e, loin derrière le Chelsea de Conte et derrière Tottenham. Et puis après, je pense qu'on peut parler de triomphe en Angleterre, 2 titres de champion, une saison à 100 points en 2017-2018, c'est un record absolu. Et en comptant 2018-2019,
C'est 84% de victoires pour City sur 2 ans, 2,6 buts par match. Thierry, comment est-ce que Guardiola a réussi à devenir le premier entraîneur depuis Ferguson à conserver son titre de champion ? D'abord en conservant ses joueurs, ce qui n'était pas rien. Ensuite, en réussissant quelque chose, je pense qui est assez remarquable, c'est-à-dire à faire porter à son attaque tout le poids du résultat. Parce que dans la vraie faille, et ça on l'a vu notamment en Coupe d'Europe, la vraie faille de Guardiola, enfin du moins de l'équipe du Manchester City de Guardiola, c'est la défense. Et notamment la défense centrale. Donc il a réussi quand même à faire porter à l'attaque le poids de ces responsabilités-là. Le problème, c'est qu'à un moment, ça s'essouffle, parce qu'on connaît les qualités offensives du Manchester City de Guardiola, mais on connaît aussi les failles défensives du Manchester City de Guardiola, et il est bien évident que c'est là-dessus que ses adversaires se sont appuyés. On voit les résultats aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de blessures défensives, mais aussi parce qu'il y a une blessure offensive majeure qui est celle de Leroy Sané. Il ne faut pas oublier une chose à Barcelone, c'est que Guardiola, on parlait de Xavi, on parlait d'Iniesta, on parlait de Messi évidemment, mais il y avait aussi Puyol et Piqué derrière, et en défense centrale. Et je pense qu'on n'a jamais assez souligné l'importance de ces deux garçons-là dans les résultats du Barça de Guardiola. Alors, on va revenir sur l'actu de City un petit peu plus tard. Est-ce que, globalement, est-ce qu'on peut dire quand même que Guardiola, depuis qu'il est arrivé en Première Ligue, a amené le championnat à un niveau jamais vu encore, comme le dit l'ancien attaquant Alan Shearer ? Il est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on parlait de rivalité à l'instant avec Mourinho en Espagne. En Allemagne, il y en a moins eu parce que le Bayern écrasait tout. Là, il y a une rivalité d'un autre niveau encore avec Jürgen Klopp. Les deux, chacun dans leur registre et chacun avec leur philosophie, ont boosté. Leur rivalité a boosté terriblement la Première Ligue. Je crois que c'était Gary Neville, je crois, qui disait, l'ancien joueur de Manchester United, qui disait que même la rivalité Ferguson-Wenger était pas de ce niveau-là, et la rivalité entre Arsenal et Manchester dans les années 90 début 2000 était pas de ce niveau-là. Donc c'est un peu l'émulation et la confrontation des deux, l'opposition des deux qui a chacun a poussé l'un l'autre dans ses retranchements. Si l'année dernière Liverpool est pas à ce niveau-là, Manchester City doit gagner ses 14 derniers matchs pour être champion, c'est parce que Liverpool a toujours été derrière, elle a rien lâché jusqu'à la dernière journée. Il y a une émulation, et bon, cette saison c'est moins vrai, mais les deux dernières saisons c'était ça, quoi. Il y a eu l'émulation. Alors oui, je crois que ça a été plus difficile encore pour lui de s'adapter la première saison qu'en Allemagne, parce que je crois que c'est vrai pour les joueurs, c'est vrai pour n'importe quel joueur étranger, c'est vrai encore pour n'importe quel entraîneur. C'est encore plus difficile de s'adapter à l'Angleterre, à son intensité, à l'importance des deuxièmes ballons, au coup de pied arrêté, au jeu aérien, l'intensité, au physique, c'est encore différent. Et l'Angleterre l'a aussi fait évoluer, lui, en tant que technicien. Et bien sûr, j'ai envie d'ajouter, Patrick, à l'arbitrage aussi. Et à l'arbitrage, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il a Je me souviens des charges sur Bravo, la première saison, où il se plaignait justement, il disait partout c'est sifflé, et ici c'est pas une faute, t'as raison. Bon, la première saison, il a compris qu'il fallait, on l'a vu par exemple pas cette saison dans le match dans l'opposition directe avec Liverpool, mais l'année dernière à Liverpool, où il avait laissé où il y avait moins de possession, où il avait un jeu plus direct, où il défendait un poil plus bas, où on le voit contre des équipes, par exemple, prenons Burnley, qui est une équipe typique d'un jeu un peu à l'ancienne anglaise. La saison dernière, dans la dernière ligne droite, où ils vont gagner à Burnley 1-0, et où il finit le match avec 4 défenseurs centraux, et il garde le ballon à son poteau de corner, où il fait des choses qu'il faisait pas d'habitude. Où là, par exemple, quand ils ont été gagnés à Burnley récemment 4-0, où le plan de jeu, c'était éviter les corners. Parce qu'on est vulnérables sur les coups de pied arrêtés, et notamment sur les corners dans le jeu aérien, surtout avec la défense qu'il y a en ce moment. Donc voilà, il y a des tas de choses. Ça c'est des trucs qui, du temps de Barcelone, ça lui passait même pas à travers l'esprit. Ouais, il le dit lui-même d'ailleurs. Il savait en arrivant en Angleterre que ce championnat allait le changer. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, Guardiola, comme tu le disais d'ailleurs, s'adapte énormément à son adversaire. Donc il a un côté un peu pragmatique, accentué depuis qu'il a rejoint l'Angleterre. Et Dan, à Manchester City, il a mis en place plusieurs systèmes de relance. Oui, Patrick avait raison. On entend souvent que c'est un dogmatique. Alors en fait, il a ses principes comme beaucoup de coachs, mais
mais il s'adapte énormément. Donc voilà, ce qui est une des choses les plus passionnantes à voir dans ces matchs, c'est les multiples formules à la relance, des 2+2, 3+1, +4. Enfin, en fait, ça suffit pas de dire on veut bien ressortir le ballon, il faut trouver comment. Et l'idée, c'est de s'adapter en permanence au système adverse. Et l'objectif est double. Il faut, en gros, au fur et à mesure, générer des supériorités sur le terrain et exploiter les espaces libres chez l'adversaire. Donc l'adversaire a 2 attaquants, on va relancer à 3 pour avoir un joueur libre. Et ensuite, ligne d'après, y a-t-il un milieu offensif axial ou en face ou alors est-ce que l'adversaire a des milieux excentrés? Qui va-t-on libérer? Où sont les espaces? Et l'objectif, voilà, c'est de franchir ces lignes adverses au fur et à mesure en trouvant des joueurs derrière ces lignes adverses-là. Donc, on adapte la position des joueurs en fonction des espaces libres. Et pour un observateur, c'est passionnant parce qu'à chaque match, on se dit comment Guardiola a préparé sa relance aujourd'hui. À chaque fois, on remarque un nouveau système, une nouvelle idée, c'est assez fascinant. Et c'est pour ça que la formule de relance diffère quasiment à chaque match à City. Alors, l'une des autres forces de Guardiola, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, messieurs, c'est sa capacité à métamorphoser les joueurs. C'est aussi un manager d'exception, on va en parler. Et juste avant cela, un mot sur les transferts des joueurs, justement. Le beau jeu a un coût, 427 millions d'euros de dépenses nettes, en l'occurrence. C'est ce qu'a dépensé Manchester City depuis l'arrivée de Guardiola. Et c'est plus que n'importe quel autre club européen ces 3 dernières saisons. Alors, oui, mais attention, quand on dit métamorphoser les joueurs, pas tous. Il a métamorphosé Raheem Sterling, certainement, qui est sans doute le joueur aujourd'hui qui tire le plus profit, j'allais dire, de l'éducation guardiolesque, comme Joshua Kimmich, par exemple, avant lui au Bayern. Mais il y a des réfractaires. Leroy Sané en fait partie, par exemple, à Manchester City. Alors, il est blessé longue durée, on ne va pas en parler trop, mais ça fait partie des joueurs que Guardiola c'est pas l'ADN de Guardiola. Idem pour Kun Agüero, par exemple. C'est pas l'avant-centre type de Guardiola. L'avant-centre type de Guardiola, c'est autre chose. Pourquoi tu dis que Sané, c'est en quoi tu penses que c'est pas l'ADN de Guardiola? Parce que typiquement au Bayern, il essayait de mettre des ailiers dribbleurs et de les faire jouer des 1 contre 1. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là qu'il avait recruté Sané pour essayer de construire d'un côté, renverser sur lui et le faire dribbler. Sauf que dans le travail défensif de Leroy Sané, ça, ouais. Ah ben bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas un joueur. Il faut pas oublier une chose, c'est que Guardiola demande beaucoup à ses joueurs, beaucoup d'investissements physique, dans l'éducation du joueur, ça compte beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas seulement offensivement que le joueur doit travailler, mais aussi défensivement, parce que le football total, tel que le concevait Michels, faut toujours rappeler une chose, c'est que le football total de Michels, qui est la base de tout, quand il est à la tête de l'Ajax en 1971, quand la première finale, l'Ajax gagne sa finale 2-0. Les années d'après, quand c'est Kovacs, l'Ajax gagne ses finales 2-0 également et 1-0. Dans la philosophie du football total, c'était l'attaque, mais pas que, et surtout pas que, aussi beaucoup de travail défensif, beaucoup de repli. Le joueur qui montait devait être compensé, la montée d'un défenseur devait être compensée par la descente d'un attaquant. Et c'était ça. Or, il est bien évident que dans le travail des latéraux, par exemple à Manchester City, si les attaquants ne se replient pas, il y a des failles. Et c'est là où est la vraie faille d'ailleurs du City Guardiola. Donc oui, il y a des joueurs qui sont Guardiola compatibles et d'autres beaucoup moins. Tu parlais de la défense, Aymeric Laporte fait partie des joueurs Guardiola. Ah, totalement. Oui, après, sur les transferts, je pense que c'est pas un très bon recruteur. Et en tout cas, pas toujours, parce qu'il a un péché mignon. C'est que, par exemple, dès qu'il voit un défenseur central qui sait interpréter l'espace et qui sait quand relancer, qui maîtrise ces fondamentaux-là, il craque un peu, il tombe un peu amoureux et il oublie de considérer les autres caractéristiques défensives nécessaires à la qualité d'un joueur. Il a quand même laissé passer 2 défenseurs centraux qui étaient à sa portée, qu'il pouvait acheter. 1, Virgil van Dijk, 2, Harry Maguire l'été dernier. Ces 2-là, il les a laissés passer. Avec les 2 défenseurs les plus chers de l'histoire. Oui, absolument. Il arrive toujours à tomber un peu plus amoureux et ça me le fait aussi parfois et c'est pas bien. C'est un peu kiffant quoi, de voir un Aymeric Laporte, de voir John Stones quand il a le ballon, savoir où se positionner, savoir attirer l'adversaire, bien lire les espaces pour les créer et les trouver. C'est un peu kiffant. Et Guardiola, ça le fait surkiffer et ça lui fait oublier parfois que il faut aussi payer cher un défenseur parce qu'il a des qualités défensives. Et vu comme il fait jouer ses défenseurs, comme les défenseurs de Guardiola ont beaucoup d'espace à couvrir, ils défendent souvent en 1 contre 1, il faut vraiment être très très fort dans le duel.
Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est pas toujours un excellent recruteur. Alors l'un des autres principes très importants pour Guardiola, l'une de ses marottes même, c'est l'orientation du corps sur le terrain pour recevoir le ballon, donc toujours dans cette volonté de faire progresser ses joueurs. Et justement, Dan, il leur apprend comment ils doivent se positionner pour emmagasiner le plus d'informations et se créer des options. Là, on va rejoindre tout à fait ce que disait Thierry sur Sterling. Ça paraît tout bête comme ça, hein, mais c'est une obsession chez Guardiola. Comment positionner son corps pour recevoir le ballon ? À chaque fois qu'il débarque dans un club, qu'il travaille avec une recrue, même quand il était joueur en fin de carrière, il insistait là-dessus. Pour lui, il faut toujours s'orienter de 3 quarts. En fait, ça le rend complètement dingue quand un milieu ou un offensif reçoit le ballon de dos. Pourquoi ? Parce qu'il se coupe des options de jeu en faisant ça. Donc pour Guardiola, il essaye d'insister sur le fait que le dos doit être orienté vers l'extérieur du terrain, vers le côté. Ça permet de voir une partie de terrain plus large et aussi de se mettre dans le sens du jeu dès la première touche si besoin. Et il a fait justement passer un gros cap à Sterling en insistant là-dessus. Prenez les matchs de Sterling il y a 4 ans et prenez-les maintenant. Regardez la position de son corps à la réception du ballon. C'est assez fascinant de voir ça. Et plus globalement, regardez les équipes de Guardiola. Vous allez rarement trouver des milieux qui reçoivent le ballon de dos, sauf s'ils sont censés être là pour faire une petite remise en une touche. Mais globalement, ils sont toujours orientés de 3 quarts pour essayer d'obtenir le maximum d'informations sur le terrain et pour orienter de la meilleure des manières leur première touche. Même des milieux qui avaient un peu ça en eux déjà, comme De Bruyne ou Bernardo Silva, aussi ont progressé, surtout Bernardo Silva, qui ont réussi à mêler et l'intensité qu'il faut pour le foot anglais, le travail défensif. Bon, De Bruyne, ça, c'est naturel chez lui, mais ça, ce dont Dan parlait, David Silva, lui, il l'a naturellement depuis... Il est espagnol, il a ça, il joue comme ça depuis 10 ans. Mais il y a des joueurs comme il y a plein d'autres joueurs comme ça qu'il a réussi à un peu changer. Il y a ceux qui l'ont un peu naturellement, il y a ceux qui arrivent à changer, puis il y a ceux, comme disait Thierry, tout ça, qui de toute façon, tu parlais de ça. Bon, c'était vrai au Bayern, c'était vrai avec Götze ou Thomas Müller ou des joueurs comme ça qu'il n'a pas réussi à. Je me souviens que même le Loco Abreu, l'Uruguayen, le grand attaquant uruguayen, je ne sais pas si vous vous souvenez, il raconte qu'à plus de 35 ans, il avait progressé justement parce qu'il avait rencontré Guardiola au Mexique et un jour Guardiola l'avait pris, alors que Guardiola était joueur, l'avait pris après une séance et l'avait saoulé avec cette histoire de positionnement et Abreu s'était rendu compte qu'en fait ça l'aidait pas mal. Guardiola est donc obsédé par la tactique, je pense qu'on peut le dire, et donc il s'est imposé dans tous les pays où il a entraîné, mais il y a quand même un bémol que vous avez évoqué un peu plus tôt. La Ligue des Champions lui échappe depuis 2011. Ça fait 8 ans. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe entre sa réussite en championnat, 8 titres nationaux, et ses échecs récurrents en Ligue des Champions ? Déjà, dans les 3 championnats où il a entraîné des grands clubs, où c'est relatif, je dis pas, c'est un peu moins Manchester City, mais où c'est pas facile d'être champion, mais où il y a une chance sur 2 quasiment de l'être à la fin. Bon, la Ligue des Champions, on s'aperçoit que si on enlève les trois finales remportées par Zidane d'affilée, c'est pas facile, c'est facile pour personne. Mourinho, il l'a pas gagné depuis 2010 non plus, la Ligue des Champions, même s'il a pas joué dans les mêmes clubs et il n'a pas eu la même continuité. Bon, alors il a pu Messi, il a pu Xavi, Iniesta, mais Messi, depuis que Guardiola est parti, il en a gagné qu'une. Donc il y a la difficulté, c'est une épreuve. Bon, on peut pas la gagner tous les ans comme on peut espérer être champion tous les ans. Ça c'est sûr. Après il a pas les mêmes. Après on parlait des 3 demi-finales qu'il a perdues avec le Bayern. Bon, c'était pas contre n'importe quelles équipes, même s'il y a eu des gros, quand il prend 4-0 à domicile par le Real d'Ancelotti. Et bon, il y a eu des erreurs, il s'est trompé sur des compos d'équipe, il a perdu des matchs. Bon, mais ça bascule, ça bascule aussi pour la saison dernière. Il est éliminé, ça bascule pas contre Tottenham, ça bascule sur le fil par Tottenham en quart. Des fois, il y a ça aussi. Il y a un péno raté à l'aller, un orteil d'Aguero hors jeu. C'est vrai pour lui, mais c'est vrai pour plein de clubs et plein d'entraîneurs. La Ligue des Champions, on connaît la difficulté de la gagner et ça peut basculer. Pour sa première année, il a été éliminé par Monaco en 8e. Oui, mais c'était la première année. C'était dans un contexte plus global de Manchester City qui avait
Et puis au Bayern, la troisième demi-finale, celle contre l'Atlético. Il faut revoir les matchs, c'est absolument lunaire qui sortent. Hein. Alors bien sûr, ça arrive, on l'a vu plein de fois au foot. Voilà, il y a un péno raté. Encore une fois, ça arrive souvent d'ailleurs à ces équipes. Hein. Un péno raté. Messi à Barcelone, ils sortent en demi en 2012, il rate un péno sur l'aller-retour. Agüero, la saison dernière, rate un péno avec Tottenham. Müller, je crois, avait raté le péno contre l'Atlético. Et contre l'Atlético, il y a quoi ? Il doit y avoir 30 tirs à 3. Hein. C'est pas non plus une équipe qui... Alors, contre le Real et le Barça, c'était bien sûr plus logique, on va dire, en regard par rapport au contenu. Si tu te souviens, la demi-finale aller à Barcelone, où il y a un quart d'heure de la fin, il y a 0-0, et la meilleure équipe, c'est le Bayern. Exactement. Sauf que, comme souvent, on parlait de la vulnérabilité défensive de ces équipes, souvent, en plus, c'est quand son équipe prend des buts, elle les prend en rafale. Donc, il y a le premier qui vient, il y a le deuxième et le troisième n'est pas loin. Donc, 3 en un quart d'heure. Donc voilà, ce match-là, il y a 0-0 à un quart d'heure de la fin à Barcelone et ça fait 3-0 à l'arrivée. Donc, Mais je crois aussi qu'il est quelque part quand même un peu victime. Alors, moi, je me souviens que Michels disait de Cruyff qu'il avait poussé le football total à son extrême. Hein. Il parlait vraiment comme ça, de sorte d'extrémisme. Et je crois que Guardiola a poussé le football total de Cruyff, qui était déjà extrême par rapport à celui de Michels, à un niveau encore supérieur. Et on parlait tout à l'heure de son dogmatisme. Je pense que la grosse différence avec Klopp, par exemple, l'année dernière en Ligue des Champions, c'est que Klopp a compris une chose l'an dernier. Klopp s'est recru depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Ça a été au Mercato en janvier 2018. Virgil van Dijk, à l'été 2018, Alisson Becker. Il a compris qu'il ne pouvait rien faire sans 2 défenseurs, un grand gardien et un défenseur de grande classe, un défenseur central en l'occurrence. Guardiola, lui, a continué à miser. On l'a vu, le Liverpool de l'an dernier était offensif, mais il était déjà plus offensif comme l'année précédente. Il y avait une sorte de côté pratique. Klopp s'était rendu compte que pour gagner, il devait faire autre chose qu'attaquer, il devait surtout bien défendre. Ça a été vrai, surtout la finale contre Tottenham. Ah, mais ça, on peut dire que c'est l'exemple type. L'exemple type, une espèce de finale un peu stérile, pas très agréable à regarder, mais ô combien efficace. Et Guardiola a pas encore fait ça. Guardiola n'a pas réussi à se dire... Moi, aujourd'hui, Guardiola, plus que le football total de Cruyff ou de Michels avant lui, je trouve qu'il ressemble de plus en plus à un de ses maîtres, qui est Marcelo Bielsa. Est-ce que ce serait pas l'année, cette année, pour se concentrer sur la Ligue des Champions ? Parce qu'à l'heure où on se parle, Manchester City a 14 points de retard sur Liverpool en Première Ligue. Jamais un club avec un tel retard ne s'est imposé à la fin du championnat. Donc, est-ce qu'il n'a pas intérêt à mettre toutes ses forces C'est difficile Autant on peut se concentrer uniquement sur le championnat, c'est difficile de se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions, parce que sur 2 matchs, on connaîtra le tirage au sort lundi, mais... Sur 2 matchs, on ne sait jamais ce qui peut. On n'est jamais sûr d'aller au bout. La question du comportement sans ballon de son équipe aussi, elle se pose. Même si on ne peut pas décréter comme ça de tout d'un coup mieux jouer en Ligue des Champions. Même si forcément il y aura en tout cas sûrement peut-être une concentration un peu plus forte de l'équipe. Mais il y a toujours ces problèmes sans ballon qui sont encore plus criants cette saison, même s'il a des blessés. Et qu'on a vu contre United. Mais justement, contre United, moi j'ai une petite hypothèse là-dessus et je me le dis de plus en plus devant ces matchs. Je crois qu'il a tellement convaincu ses joueurs du plaisir dans l'utilisation du ballon, dans la création d'espace, dans comment on va se créer des occasions, etc. J'ai l'impression que du coup, quand ils en viennent à défendre, ça les saoule un peu. Et les joueurs sont moins attentifs. Même Guardiola aimait crier à tout va comme ça au début de sa carrière que il n'avait jamais fait un exercice défensif avec Cruyff. De toute sa carrière avec Cruyff, ils n'avaient jamais fait un exercice défensif à l'entraînement. Et on sent qu'il y a moins d'appétence pour ça. Il a toujours, lui, son idée de on ne défend bien que parce qu'on a attaqué correctement, que parce que la structure est bonne. Et si on prend des buts, c'est parce qu'on a mal attaqué, c'est parce que la structure était mauvaise en possession du ballon. Et on sent que les joueurs sont moins attentifs dès qu'ils ont moins le ballon. Il y a des sur les actions de Manchester le week-end dernier.
Enfin, le comportement de Stones et Fernandinho, qui sont quand même des joueurs qui normalement ont quelques réflexes défensifs, même si c'est pas Van Dijk. Leur comportement défensif est vraiment incompréhensible. Ils ferment pas les espaces. Il y a vraiment un problème dans leur comportement défensif. Et je me demande si c'est pas lié à une espèce de côté. Mais tu parles d'usure mentale, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi parler d'usure physique ? Il y a les deux, c'est-à-dire que l'exigence du jeu de Guardiola, elle est d'abord technique. Ça, c'est sûr que s'il a un joueur qui est emmerdé avec le ballon, ça va pas pouvoir le faire. Mais mental, l'exigence, elle est aussi mentale et physique. Parce que, je veux dire, je crois que c'est Laurent Blanc qui me racontait assez récemment, aussi dit, mais quand vous regardiez jouer le Barça avec le milieu, avec Xavi, Busquets, Iniesta, on avait l'impression que c'était facile, qu'ils se faisaient des passes. Et puis, à l'arrivée du match, on regardait les 3 joueurs qui avaient couru le plus, c'était ces 3-là. Là, il sort d'une saison avec un sprint qui a duré de février jusqu'à mai. Bon, il sort mentalement, les joueurs, en n'étant pas à l'intérieur, on a du mal à imaginer l'exigence toutes les semaines, technique, tactique, mentale, physique, pour répéter les matchs comme ça. Sur 4 compétitions. Donc à un moment, puis il y a une année, après c'est du foot, hein, puis peut-être tout bêtement, cette année c'est l'année de Liverpool, comme ça arrive. Au bout d'un moment, il y a une année, c'est l'année d'un club, la situation s'embarque. Et peut-être que cette année, ça va être Liverpool, c'est sûrement même Liverpool qui va être champion, et Manchester City qui peut gagner la Ligue des Champions. Mais se concentrer, c'est sûr qu'il va... Avant, il se concentrait aussi sur la Ligue des Champions. C'est pas. Après, c'est une histoire de ce qui n'existait pas à Barcelone et au Bayern, c'est que la Coupe d'Europe en général est pas dans la culture de Manchester City, enfin du moins de ses supporters, comme ça peut l'être à Liverpool, par exemple. Après, je me garderai quand même bien de les enterrer parce que faut rappeler un truc au soir du 29 en championnat du 29 décembre de l'année dernière, ils avaient 10 points de retard sur Liverpool. Voilà, 10 points au 29 décembre au soir. Donc, je les enterrerai pas, en tout cas pas encore tout de suite. S'il y a 14 points à la mi-janvier, là, je pense qu'à un moment, notamment où ils vont devoir se reconcentrer sur la Ligue des Champions, c'est-à-dire fin janvier, début février, là, peut-être qu'à ce moment-là, inconsciemment, il y aura peut-être un switch qui fera que City va se focaliser sur... Faut pas oublier un truc, hein, Guardiola. Il en parle d'ailleurs ouvertement quand il propose à Klopp. Moi, j'échangerais bien. J'échangerais bien ton championnat gagné l'an dernier, enfin ta Ligue des Champions gagnée l'an dernier contre le championnat, parce que le championnat, si je le gagne tous les ans, c'est à la limite, c'est plus marrant, puis c'est plus une prouesse. Ouais, le gagner une fois, ok, le conserver, c'en est une, parce que ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé. Mais 3 fois, on banalise la prouesse. Et quand on la banalise, c'est plus une prouesse. Donc, alors que par contre, gagner la Ligue des Champions, Guardiola, il a pu gagner depuis 2011. Hein. Mais autant lui et ses joueurs, je pense que ça doit être un vrai objectif, une vraie obsession, mais ils baignent pas dans un environnement, dans le club, qui est obsédé par ça, justement. Tout à fait. Comme ça peut l'être pour Liverpool, ça fait partie, l'Europe, ça fait partie de l'histoire. Comme le Real. Oui, c'est leur identité, dans les clubs comme ça. Juste rappeler un truc, malgré les résultats un peu moins bien depuis le début de saison, City, ça reste quand même de très très loin en Angleterre. Mais c'est l'équipe qui se crée le plus d'occasions. C'est 35% de plus que n'importe quelle équipe. Aux occasions concédées, ils sont dans les mêmes eaux que Liverpool. Donc sur le contenu des matchs, c'est pas non plus une catastrophe. Donc il faut juste garder ça en tête. Et ça peut être un signe, comme disait Thierry, de pas les enterrer. Et on peut forcément envisager un rebond. En tout cas, une deuxième partie de saison un peu différente dans les résultats du côté de City. Ouais, Dan a raison. Ils sont juste en ce moment. Bon, alors c'est peut-être passager ou ça peut durer 1 ou 2 mois là, depuis le début de la saison. Ils sont moins efficaces devant et moins efficaces derrière. C'est juste ça. C'est qu'ils se créent autant d'occasions, mais ils en mettent moins au fond. Et les autres, dès qu'on l'a vu dans le derby, dès que Manchester passait le milieu de terrain récupéré et contré, il y avait occasion tout de suite. Je crois qu'ils ont déjà encaissé à 4 buts près autant de buts que toute la saison dernière. Je crois qu'ils ont seulement 4 buts de moins. On est qu'au mois à la mi-décembre. Oui, on est sur l'efficacité plus que sur le nombre d'occasions. C'est ça que je voulais souligner. Ouais, mais c'est comme disait Patrick, c'est les deux. C'est un manque c'est une stérilité, enfin une semi-stérilité, on va dire offensive. Des deux côtés, et défensive.
Bien, on refera le point à la mi-janvier, messieurs. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois, Dan Pérez, Thierry Marchand et Patrick Urbini. Thierry et Patrick, j'étais ravie de vous accueillir pour la première fois. Et j'en profite pour dire à nos auditeurs, lisez France Football, c'est une mine d'or sur le foot européen. J'en profite également pour annoncer à ceux qui ne le savent pas encore que l'équipe Explore sur Liverpool est désormais disponible sur notre site. On en avait parlé dans le numéro spécial Jürgen Klopp. C'est un travail de dingue abattu par notre collègue Pierre-Étienne Minonzio. Allez voir ça, c'est un régal. Et comme chaque semaine, un grand merci à Roland Richard pour son aide indispensable. Une petite pensée pour Louis Godefroy qui a pris des vacances bien méritées. Et chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler du Classico. Et oui, ça approche. À très vite.